Monsieur le vice-président du Conseil d'État, Monsieur le bâtonnier Frédéric Sicard, Mesdames et Messieurs les hautes personnalités, Mesdames et Messieurs les élèves de l'EFB, chers amis. D'abord, je veux vous dire, malgré un début de rhume, que c'est un plaisir pour moi de commencer l'année avec vous. Monsieur le bâtonnier Sicard, je vous remercie pour les mots que vous venez de prononcer à mon égard. Même s'ils sont assurément trop élogieux, ils sont assez agréables à entendre. Et surtout, quand on écoute ce genre de commentaires de son vivant. Le mieux serait donc sans doute pour moi de ne rien ajouter, mais devant un parterre de futurs professionnels de l'éloquence, peut-être jugeriez-vous que le contrat ne serait pas tout à fait rempli. Je vais donc dire quelques mots, craignant de vous décevoir, car j'ai cru entendre un mouvement dans cette foule lorsque vous avez annoncé que mon discours serait, comme d'habitude, empreint de fougue et de passion. Quelques mots donc d'abord sur les liens entre le Conseil constitutionnel et les avocats, et puis plus largement, Mesdames et Messieurs, sur votre future profession. Depuis mars 2016, je suis donc à la tête d'une juridiction qui, paradoxalement, pendant longtemps, n'a pas entretenu de rapport direct avec les avocats. C'est un paradoxe dont la raison est assez simple. Dans l'esprit des auteurs de la Constitution de 1958, le Conseil constitutionnel n'était pas une juridiction. Sa vocation première, on peut le dire maintenant dans le secret de cette salle, était de limiter les éventuels empiétements du pouvoir législatif sur le pouvoir exécutif. Et en outre, la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel, dans le cadre de ce qu'on appelle les saisines a priori, ne fait pas intervenir d'avocats. Mais j'ai dans le souvenir qu'un de mes anciens professeurs de droit, Jean Rivero, qui était particulièrement perspicace, avait eu cette formule prémonitoire, je le cite. Il y a une différence entre les institutions et les satellites. C'est que les institutions demeurent rarement sur l'orbite où leur créateur a entendu les placer. Et très heureusement, cette citation s'applique parfaitement au Conseil constitutionnel qui progressivement a changé d'orbite pour devenir aujourd'hui une vraie juridiction. Le Conseil constitutionnel a en effet connu un mouvement, le mot n'est pas très joli, de juridictionnalisation en plusieurs étapes. La plus récente, c'est la mise en place de cette fameuse question prioritaire de constitutionnalité qu'on appelle d'un sigle qui n'est pas très euphonique, QPC. Cette procédure des QPC, elle est entrée en vigueur en 2010 et pour l'année qui vient de s'écouler, nous venons d'en faire le bilan, le Conseil que je préside a eu à trancher 100 décisions relevant de cette procédure. Mais cela nous a permis de devenir une juridiction à part entière et, par conséquent, de nous rapprocher des avocats, de tous les avocats, qu'ils soient, comme on dit, avocats au Conseil ou avocats à la Cour. Et d'ailleurs, l'agencement physique du Conseil constitutionnel, que je l'espère vous visiterez un jour, mais je vous en prie, pas tous ensemble,
L'agencement physique de notre maison, dans l'aile Montpensier du Palais Royal, porte les traces de cette évolution, puisqu'une salle d'audience y a été construite. Elle n'est pas la plus grande de France, mais elle est accueillante. Et il existe aussi un espace spécialement réservé aux avocats qui porte le nom de Jeanne Chauvin, un nom qui ne dit pas grand-chose au grand public, mais qui, je l'espère, vous dit quelque chose à vous, puisque ce fut la première femme avocate à avoir plaidé en France en 1907, puisqu'avant cette date, Horresco référence, ce n'était pas permis aux femmes. Pour chaque QPC renvoyé au Conseil constitutionnel par le Conseil d'État ou par la Cour de cassation, il y a une audience publique qui est désormais organisée, généralement chaque mardi matin, et j'espère que vous pourrez y assister, ou visionner certaines sur notre site Internet. Et depuis mars dernier, les membres du Conseil, nous sommes nommés par différentes autorités 9, plus théoriquement les anciens présidents de la République. Quand je dis théoriquement, c'est parce que l'un d'entre eux, comme vous le savez, est malade et ne siège plus. L'autre, à la suite de décisions du Conseil constitutionnel le concernant, pas davantage. Et un troisième, personnalité éminente, nous rejoint de temps en temps. Mais les 9 nommés peuvent, au cours de ces QPC, poser des questions aux partis, ce qui n'était pas le cas auparavant, et dès lors, un dialogue direct a lieu entre les représentants des partis et nous-mêmes, ce qui nous permet, je vous l'assure, de mieux comprendre les dossiers, d'accroître les échanges, de rendre beaucoup plus riche et plus vivante la partie orale du procès constitutionnel. Ce qui m'incite à vous dire, et non pas pour capter votre bienveillance, mais parce que c'est exact, que la force des arguments, la connaissance précise du dossier et le talent font auprès des juges assez souvent la différence. Et donc, le rôle des avocats devant le Conseil constitutionnel est appelé à se renforcer. Certains d'entre vous l'expérimenteront en plaidant un jour devant nous. Au-delà de ce contact direct dans le cadre des affaires appelées QPC, les liens entre le Conseil constitutionnel et, d'une façon générale, les juristes s'établissent aussi, bien entendu, d'une manière plus indirecte, mais tout à fait fondamentale, à travers les décisions que nous rendons. Nos décisions sont, je le sais, lues, analysées, commentées, soupesées par les professionnels du droit que vous serez prochainement. Et quelles que soient vos spécialités futures, vous aurez, puisqu'ainsi ont évolué les choses, à vous pencher sur la jurisprudence constitutionnelle qui désormais irrigue l'ensemble des secteurs du droit, le droit fiscal, le droit pénal, le droit social, le droit de l'environnement, etc., etc. D'où l'importance, vous y faisiez allusion, monsieur le bâtonnier, que nos décisions soient désormais plus simples et mieux motivées. C'est ce qu'on appelle la juridictionnalisation. C'est une évolution que nous avons voulu engager peu de temps après mon arrivée à la tête du Conseil. La technicité du droit, elle est là, et il n'est pas question de la gommer. Mais dans mon esprit et celui des membres du collège qui m'entoure, une décision de justice ne doit pas être un texte crypté que l'on ne pourrait déchiffrer qu'à l'aide d'un dictionnaire franco-juridique. Une bonne décision de justice doit non seulement juger juste, mais si possible juger clair.
C'est pourquoi nous avons, par exemple, ceci peut paraître anecdotique, mais ça ne l'est pas, décidé en mai dernier de passer désormais au style direct dans nos décisions en abandonnant ce que moi-même j'avais appris sur les bancs de l'école, les traditionnels considérants, et en remplaçant un certain nombre de formules tombées en désuétude et de termes excessivement techniques par des équivalents qui puissent être compréhensibles par le commun des justiciables. Dans ce travail de modernisation des décisions, nous veillons également à approfondir nos motivations. Vous savez que la tradition française consiste à privilégier les rédactions ramassées, ce qu'on appelle en bon français imperatoria brevitas. Mais cela peut parfois conduire le juge à donner le sentiment d'affirmer beaucoup plus que de démontrer. Et nous avons souhaité, avec mes collègues, et c'est un mouvement dans l'ensemble de nos juridictions, améliorer cet aspect de nos décisions en évitant les affirmations insuffisamment argumentées et en explicitant davantage le raisonnement juridique qui nous conduit aux solutions que nous retenons. Car dans notre esprit, une décision doit non seulement être juste, mais autant que possible être perçue comme juste. Cette évolution est en cours et elle s'adresse notamment aux professionnels du droit que vous êtes et que vous serez. Parallèlement à ces évolutions qui concernent notre activité juridictionnelle, le Conseil constitutionnel a décidé de s'ouvrir davantage sur l'extérieur. Vous y faisiez allusion, monsieur le bâtonnier Sicard. Vous évoquiez à juste titre l'ouverture que vous-même, mesdames et messieurs, vous devrez vous imposer dans votre vie professionnelle. S'agissant du Conseil, l'ouverture sur les juridictions européennes et internationales est absolument indispensable et devient un fait. Le dialogue des juges, et pas seulement avec le Luxembourg, est absolument essentiel. Le Conseil doit mieux connaître l'activité des autres cours afin de s'inspirer, à chaque fois que cela est nécessaire, des bonnes pratiques extérieures. Et symétriquement, le Conseil doit rayonner davantage à l'étranger, car j'ai eu l'occasion, dans mes fonctions précédentes, de mesurer à quel point l'influence internationale de notre droit participe de l'influence générale de la France. Cette ouverture doit également avoir lieu au plan national. Il nous revient de faire mieux connaître notre activité, notamment auprès des praticiens quotidiens du droit, que sont les avocats, d'où notre choix désormais de publier un rapport annuel d'activité, puisque nous étions dans cette situation un peu particulière d'avoir une activité, je vous le confirme, mais de ne pas avoir de rapport d'activité. De sorte que désormais, tous les 4 octobre, la date n'est pas choisie par hasard, c'est, comme chacun le sait, le jour anniversaire de la Constitution de la Ve République. Nous publierons notre rapport d'activité, d'où aussi une présence de plus en plus forte de notre part sur les réseaux sociaux, d'où enfin notre souhait de faire du Conseil constitutionnel un lieu privilégié de rencontres et d'échanges. Et c'est ainsi qu'au dernier trimestre de l'année qui s'ouvre, nous aurons, en tout bien tout honneur, l'occasion d'organiser une nuit du droit qui servira de cadre à toute une série de débats publics où les questions les plus vives, précisément du débat public, seront abordées devant un public nombreux. Mesdames et messieurs les élèves de l'EFB, le bâtonnier Sicard insistait dans son propos sur les responsabilités professionnelles qui seront bientôt les vôtres et sur l'état d'esprit dans lequel vous devrez les aborder. Je souscris entièrement à ce qui a été dit et les mots prononcés, compétence, conviction, courage,
défense des libertés et des droits de la personne humaine sont les mots que j'aurais moi-même choisis. J'ajouterai seulement pour ma part ceci. Vous avez réussi un examen d'intégration difficile et vous pouvez en être fier. Mais comme vous êtes, j'en suis convaincu, sage, vous y verrez certes un accomplissement, mais surtout un commencement. Vous avez choisi en effet de vous engager dans une voie exigeante qui s'appelle le droit et la justice. Vous exercerez vos fonctions du côté de ceux qui ont pour tâche de défendre des justiciables, de conseiller, d'orienter, de rendre accessible le droit. Vous vous apprêtez donc à exercer, dans des conditions qui ne seront pas toujours faciles, une mission importante et même très importante pour la société. Et vous devrez l'accomplir en gardant toujours à l'esprit l'exigence que comporte cette tâche. Au-delà de vos spécialités futures, certains deviendront spécialistes du droit du travail, de la famille, de la fiscalité, du droit pénal, etc. Vous incarnerez chacune et chacun à votre place une part importante de notre état de droit. C'est d'ailleurs ce que traduit déjà la jurisprudence constitutionnelle protectrice des droits de la défense et donc du rôle de l'avocat. Le bâtonnier Sicard évoquait aussi l'engagement, l'attachement à des convictions et le souci de mettre en pratique des valeurs. Ce sont bien les qualités dont vous devrez faire preuve, car vous n'exercerez pas seulement un métier, vous remplirez une mission. Il y a quelques mois, je remettais au Conseil constitutionnel à l'un de nos plus illustres avocats, mon ami et mon prédécesseur, Robert Badinter, un ouvrage réalisé en hommage à son action. Le titre de cet ouvrage, c'est « L'exigence de justice ». Ce devra être, à mon sens, votre fil rouge. L'exigence de justice constitue une boussole qui, vous aussi, pourra et devra vous guider dans vos fonctions futures. Le hasard, et pas seulement le hasard sans doute, mais la proximité des approches, fait que, pour conclure, je voudrais citer un autre passage d'un même grand personnage que le bâtonnier Sicard a cité. Je veux dire celui qui était l'éloquence et l'humaniste en action, Jean Jaurès. Lorsque vous aurez des doutes, lisez ou relisez le discours 1903, il y a un siècle, que Jean Jaurès prononça devant les écoles de son ancien lycée à Albi. Discours superbe et dont la péroraison dit ceci. Le courage, dans le désordre infini de la vie qui nous sollicite de toutes parts. Le courage, c'est de choisir un métier et de le bien faire. C'est de ne pas se rebuter du détail minutieux ou monotone. C'est de devenir autant qu'on le peut un technicien accompli. C'est d'accepter et de comprendre cette loi de la spécialisation du travail, qui est la condition même de l'action utile, et cependant de ménager à son regard, à son esprit, quelques échappées vers le vaste monde et les perspectives plus étendues. Le courage, c'est d'être tout ensemble, un praticien et un philosophe. Le courage, c'est d'aller à l'idéal,
et de comprendre le réel. C'est d'agir et de se donner aux grandes causes, sans savoir quelle récompense réserve à notre effort l'univers profond, ni même s'il lui réserve une récompense. Le courage, c'est de ne pas subir la loi du mensonge triomphant qui passe et de ne pas faire écho de notre âme, de notre bouche et de nos mains aux applaudissements imbéciles et aux huées fanatiques. Le courage, c'est de chercher la vérité et de la dire. Nous sommes au début d'année, c'est la période des vœux. Le vœu que je formule, mesdames et messieurs, c'est que vous n'oubliez jamais cette phrase de Jaurès qui définit au fond la tâche de l'avocat. Le courage, c'est de chercher la vérité et de la dire. Merci.